Alors, bonjour. Il nous fait très plaisir, Madame Catherine Villelmy, patiente partenaire, et moi-même, Antoine Groux, directeur scientifique de l'unité de soutien SSA Québec, au système de santé apprenant, de vous présenter tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette unité, sans jamais oser le demander. Alors, en matière de déclaration d'intérêts liés, voici ceux de Catherine, voici les miens. Comme vous voyez, ce n'est pas de conflit que nous avons à déclarer, mais des intérêts convergents qui sont donc présentés. Alors, l'unité de soutien au système de santé apprenant du Québec, c'est une unité qui est née d'une initiative des instituts de recherche en santé du Canada qui l'ont créée pour intéresser davantage les décisionnaires aux résultats de recherche et aux données de la science. Leur stratégie a consisté à transformer la recherche en misant sur le partenariat avec les patientes et les patients. Autrement dit, les patientes, les patients deviennent des co-chercheurs. Catherine? Exactement. La recherche axée sur et avec les patients, c'est la façon dont on travaille avec les personnes au sujet desquelles on fait de la recherche. Moi, je résume ça à mettre en commun des expertises complémentaires pour amener la meilleure adéquation possible entre les idées des chercheurs et les besoins des patients. En d'autres mots, c'est de créer des connaissances hyper pertinentes que des joueurs hors des cercles d'initiés habituels peuvent défendre et faire connaître. Quand un patient partenaire qui fait partie activement d'une équipe de recherche peut se mettre à parler de nouvelles insulines ou qu'une patiente ordinaire comme moi parvient par son implication en recherche à parler des cellules NK comme étant une superbe voie d'avenir dans la recherche sur le cancer du sein triple négatif, on produit des ambassadeurs de la recherche qui peuvent la démocratiser et puis y amener toute une dimension de savoir qui deviennent essentielles pour les chercheurs qui y ont déjà goûté. Mais là, je m'avance trop. À toi, Antoine. Alors, pour réaliser leurs objectifs, les IRSC ont créé 10 unités de soutien à travers le pays, dont la nôtre, au Québec, en permettant une certaine souplesse dans un cadre passablement complexe. On aurait pu parler d'une expression, d'avoir une main de fer dans un gant de velours. La création de ces 10 unités s'est donc établie dans un cadre circonscrit. Et au-delà de la création de capacités en recherche axées sur les patients, le Québec a fait à l'époque le choix de miser sur des objectifs d'intégration et de partenariat et a fait aussi le choix de centrer son attention sur les soins et les services de première ligne ou de proximité du réseau de la santé et des services sociaux. Alors, la question que plusieurs se posent certainement encore maintenant, qu'est-ce que ça a donné? À cette question, les réponses sont nombreuses à l'égard des objectifs établis, mais surtout à cause de son jeune âge, l'unité a connu vraiment de francs succès. D'abord dirigée par la professeure Marie-Dominique Beaulieu, puis par mon prédécesseur, le professeur Alain Vanasse, une superbe équipe à l'unité a indiscutablement contribué à l'intégration des patientes et des patients dans la recherche en première ligne et au-delà. Alors, on voit très bien que les patients sur ces diapos, en plus d'être engagés et autonomisés dans leurs soins, Catherine en a fait un exemple probant, dans l'organisation des soins et services de santé et dans la recherche, on constate un appétit grandissant pour cette pratique de partenariat, tel qu'en témoigne aussi l'extraordinaire communauté de patients expérience, patientes et patients qui se retrouvent dans une communauté de pratique pour échanger, pour travailler de concert et finalement enrichir ses capacités et ses expertises en matière de partenariat dans le réseau de la santé et des services sociaux. Catherine? Et puis, d'abord, la participation au réseau des soins et santé du Québec, c'est d'abord de participer à ses propres soins, parce que ça commence par là, le partenariat patient. C'est de s'intéresser à sa santé. On n'en a rien qu'une, fait qu'on ne peut pas juste aller l'amener chez le médecin pour qu'il s'en occupe à notre place. Il y a beaucoup d'autres façons de s'impliquer, qu'on parle de participer à des tables ministérielles, de s'engager dans l'amélioration d'une trajectoire de soins et services ou d'être membre d'une équipe de recherche. Les patients partenaires sont présents aujourd'hui parce qu'il y a eu un travail colossal qui a été fait pour soutenir les personnes qui s'intéressaient à inclure la voix des patients. Et il y en a beaucoup aussi qui ont levé la main pour faire partie de l'équation. Il y a une personne dont on ne peut pas passer le nom sous silence, c'est Vincent Dumais. C'est un patient partenaire qui a fracassé
beaucoup de plafonds de verre et qui a permis à d'autres comme moi de trouver la confiance de faire ce saut-là dans un monde où les rapports sont fondamentalement asymétriques. Parce qu'on ne jouera pas aux licornes, ce n'est pas toujours simple d'amener un rapport égalitaire. Il y a des fois où il faut trimer dur pour bien s'arrimer, tant du côté des chercheurs que de celui des patients. Il y a une courbe d'apprentissage qui est nécessaire d'un côté comme de l'autre, mais quand on s'en donne la peine, ça donne des résultats qui sont vraiment intéressants. Je me souviens d'une réunion avec une équipe de recherche en cancer où on jonglait avec le site tumoral sur lequel on allait tester une hypothèse. C'est ma collègue patiente qui a influencé toute l'équipe à s'intéresser au cancer digestif haut plutôt qu'au cancer du sein, qui est toujours la vedette. Je l'entends encore dire, pour une fois, on pourrait-tu décider de s'intéresser au vilain petit canard en premier? On fera le cancer du sein après. Il y a un autre exemple où je faisais affaire avec un chercheur qui voulait avoir des conseils pour, dans le fond, ne pas intégrer des patients partenaires. Au bout de la conversation, je suis devenue sa patiente partenaire. Puis cette année, il y avait besoin de recontacter certaines patientes qui avaient déjà consenti et il m'a appelé pour me demander si je ferais ça parce qu'il trouvait que ça pourrait probablement amener une dimension intéressante à cette action-là qui peut sembler banale, mais qui peut amener quelque chose de très intéressant pour les patients. Et il y a du chemin qui est fait là-dedans. C'est des exemples concrets du partenariat patient en recherche clinique, mais ce qui est vrai à ce niveau-là peut l'être autant au plan de l'amélioration des systèmes. Puis là-dessus, je laisse la parole à Antoine. Merci Catherine. Autant d'exemples très concrets qui se conjuguent à ceux dont je vous parle maintenant. La recherche axée sur et avec les patients a permis de développer d'autres projets comme ça qui se distinguent et qui se caractérisent par la façon dont ils sont menés en réel partenariat pour éclairer les décideurs et sur des solutions qui sont finalement viables et acceptables pour la population. Les projets que vous voyez à l'écran, ne serait-ce que Visage 1, fantastique projet, démonstration en fait à l'intérieur de notre première et maintenant nouvelle phase de l'unité qui s'occupe des grands utilisateurs dans nos urgences et qui a vraiment apporté des transformations appliquées extraordinaires. Claret, qui est une initiative qui, de son côté, a permis de mieux comprendre quels étaient les facteurs qui encourageaient les citoyennes, les citoyens à participer au partage de leur renseignement de santé, à quelles conditions, de quelle manière. Pars 3, qui est un extracteur de données, donc qui est capable de pomper des données pour ensuite les organiser, les structurer et pour les redonner de façon intelligible pour les cliniciennes, les cliniciens, comme avec ReflexD par exemple, mais aussi pour les patientes, les patients qui profitent de ces outils comme ReflexD, qui éclairent les cliniciennes, les cliniciens, par exemple, dans la prise en charge qu'ils offrent à leurs patients diabétiques, D pour diabète. Et donc, ces patients, au final, gagnent sur toute la ligne des outils qui leur parlent, des données qui leur parlent et, ultimement, des pratiques qui sont plus à même de répondre à leurs besoins, à eux et à elles. Je vous parle aussi de cette unité dans sa nouvelle phase. Je vous annonçais un petit peu là où on s'en allait. Vous avez vu ce qu'on a fait. Dans les premiers résultats qui ont été portés par les unités, les instituts de recherche en santé du Canada, ils ont montré un appétit quand même vorace pour une phase encore plus pragmatique. Ils nous ont dit, écoutez, maintenant que vous avez développé de belles capacités en recherche axée sur et avec les patients, mais faites en sorte que ça serve encore davantage. Et avec la même main de fer dans un même gant de velours, les instituts ont reconnu la valeur du projet québécois de mettre en place un véritable système de santé apprenant au cours des 5 prochaines années. Un SSA, c'était pour nous au Québec la meilleure voie pour utiliser nos capacités et faire en sorte d'avoir un réel impact pérenne sur la santé de la population du Québec. Alors, plus précisément, notre phase 2 devrait nous conduire à amener la recherche axée sur et avec les patients à un autre niveau, notamment grâce aux objectifs qui sont actuellement de déployer les capacités de la recherche par rapport à développer ces capacités de recherche axées sur les patients, intégrer le concept du système de santé apprenant
et développer cette synergie qui avait été instiguée lors de la première phase entre les réseaux universitaires intégrés de santé et services sociaux, le ministère de la Santé et des Services sociaux et les fonds de recherche du Québec. L'impact est simple, celui d'avoir un système de santé apprenant au Québec. C'est quoi le système de santé apprenant? Bien, il y a plusieurs spécialistes qui vont être avec nous aujourd'hui pour vous en parler puis vous donner des exemples. Mais pour mettre la table, Antoine, à toi la parole. Merci Catherine. Un SSA, en quelques mots, c'est un système de santé qui est capable de s'améliorer en partenariat et en continu, en s'appuyant sur des données et en s'appuyant sur les expertises expérientielles, des patients par exemple, et scientifiques pour transformer nos pratiques. Ça induit une transformation culturelle majeure pour notre système de santé. Et voici, sous 5 axes, comment ça peut se dessiner. Ce premier axe, des pratiques aux données, où on gère les données. Alors, de savoir qu'est-ce que ça exactement, ce que sont que les pratiques que nous avons, comment est-ce qu'on est capable de les détailler, de les circonscrire, pour ensuite être capable de capter ces données-là et de les organiser de manière à pouvoir les valoriser, qui est ce deuxième axe, un axe de valorisation où on passe des données aux connaissances, où on prend les données qu'on a récoltées et on les fait parler, on les fait s'exprimer, on les enrichit, on les nourrit pour créer une connaissance la plus pertinente possible, une connaissance qui ne peut pas s'arrêter simplement sur la tablette, comme le dit souvent Catherine, mais qui va nous amener à transformer réellement nos pratiques en s'intéressant à toute la gestion de changement que ça implique. Lorsqu'on fait ça en partenariat, qui est au cœur de notre modèle, tant la gestion des données que la valorisation que la gestion du changement, eh bien, on a davantage de chances de succès dans notre démarche apprenante qui, ultimement, par des formations, par des services de consultation ou des outils, se voit soutenu, se voit porté dans ce travail d'amélioration continue de la gestion des soins et des services. Pour le patient, ce que ça veut dire, c'est un système où la main gauche puis la main droite se parlent, puis où on défait un peu plus les silos. Puis pourquoi on mise sur le système de santé apprenant? C'est parce que pour nous, c'est la meilleure avenue pour améliorer d'une façon cohérente tous les aspects que vous voyez à l'écran. Puis sans en prioriser un au-dessus de l'autre, c'est un quintuple objectif. C'est pas pour rien, c'est justement pour faire de tous ces champs d'action-là des priorités qui sont égales. Et c'est précisément pour arriver à un équilibre entre ces objectifs-là que la recherche va être fort utile et pertinente parce que viser 5 objectifs en même temps dans des systèmes qui sont de plus en plus complexes, c'est pas une mince affaire. Or, c'est exactement ça que l'unité de soutien va faire pour les 5 prochaines années. On va soutenir la recherche qui va aider à atteindre ces objectifs-là. Comment on fait ça? En offrant aux équipes des projets qui s'intéressent à cette question-là, un accompagnement qui se traduit par de la formation, de la consultation auprès des spécialistes ou encore des outils pratiques. Avec qui on travaille pour ça? Ça, c'est la question facile. On fait ça avec les meilleurs. On a développé d'ailleurs à l'unité 5 grands axes qui regroupent les meilleurs experts et expertes des 4 réseaux universitaires intégrés de santé et services sociaux. Et notre équipe pan-québécoise possède les expertises que vous voyez à l'écran et qui les déploie sur les territoires géographiquement grossièrement représentés sur la gauche ici. Maintenant, à qui est offerte cette expertise unique? Bien, ça aussi, c'est assez simple. À tous ceux et celles qui jouent un rôle dans le système de santé et qui souhaitent contribuer à son amélioration continue. Ça peut être autant des chercheurs, des chercheuses, des décisionnaires, mais aussi des cliniciens, des cliniciennes, intervenants, intervenantes. Et Catherine? Des patients partenaires! Si on regarde ça concrètement, bon, vous voulez utiliser l'unité de soutien, là, peu importe votre rôle dans le système de santé, vous avez un projet dans lequel il y a des chercheurs qui vont contribuer, un projet qui s'intéresse au système de santé apprenant. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le site de l'unité, vous faites part de vos besoins, la demande passe dans le processeur, puis zip, vous avez accès
aux meilleurs qui vont vous aider dans votre projet. C'est ça l'unité de soutien, c'est ça qu'on fait. Vous ne le saviez peut-être pas avant, mais maintenant vous le savez. J'espère que notre présentation vous a permis d'en savoir un petit peu plus. S'il reste des zones grises, ben de grâce aujourd'hui, osez. Osez! Un grand merci. Merci Catherine. Merci à vous toutes et tous. Vous savez où nous trouver. Bon travail pour développer ensemble ce système de santé apprenant du Québec.